Je reçois pour vous Madame Astrid Mujinga. Elle est journaliste depuis 12 ans à la radio Okapi, cette radio de la mission onisienne pour la stabilité du Congo. Elle est aussi écrivaine, première écrivaine dans la région de Bukavu. Oui, Madame Astrid, bienvenue à notre interview. Madame Astrid, vous êtes au Canada dans le cadre du 7e congrès des chercheurs féministes dans la francophonie. Quel est l'objet de cet 7e congrès et l'objet de votre intervention? Je suis intervenue effectivement sur deux thèmes. J'ai eu à développer des sujets. Le premier, c'est le réseautage des écrivaines de l'espace francophone. Et le deuxième, c'est basé sur les viols et violences faites aux femmes et aux jeunes filles en République démocratique au Congo. Alors pour le premier sujet, il y a bien entendu plusieurs femmes écrivaines qui traitent des problèmes des femmes, mais la plupart des temps, les écrivaines comme telles ne ressortent pas. Alors, les sujets, c'est les discriminations des femmes et conséquences des viols et violences basées sur le genre. Alors, de quoi j'ai parlé là-bas? Vous savez bien qu'on appelle le Congo ou même l'Est la capitale des viols. C'est parce que justement, les femmes ont connu le martyre. Des femmes, des filles ont été violées et pendant tous les conflits qui se sont succédés. Vous savez bien que la plupart des temps, tous les conflits commencent toujours par l'Est. Et la ville de Bukavu, c'est la ville où toutes les rébellions ont commencé. Et ce sont les femmes qui ont payé le lourd tribut de ces conflits armés, des rébellions, des groupes armés qui se sont formés pour faire face, bien sûr, aux envahisseurs, et ainsi de suite. Alors maintenant, les femmes qui doivent en fait participer aux activités de survie. C'est-à-dire quoi? Ce sont elles qui vont chercher de l'eau à la source, ce sont elles qui vont au champ, ce sont elles qui vont chercher du bois de chauffe, et c'est pendant qu'elles sont en train, disons, de s'adonner à ces activités de survie, qu'elles sont violées. Violées par qui? Par les groupes armés, violées par les militaires, et la chose s'est tellement répandue qu'il y a même des hommes qui ne sont ni militaires, qui ne sont ni des hommes armés, mais qui sont des citoyens tout simples, mais qui sont en train de violer les femmes. Et j'ai dit que ce sont les discriminations, la marginalisation des femmes qui ont produit cela comme conséquence. Pourquoi je l'ai dit dans mon exposé? Vous venez de Bukavu, cette ville appelée ville capitale de violences sexuelles. Quelle est la situation sur le terrain? Bon, disons que les choses ont quand même évolué. Pourquoi? Parce que dans les temps, tous les violeurs-là bénéficiaient d'une certaine impunité. Ils violaient, ils martyrisaient les femmes et ils n'étaient pas du tout poursuivis. Maintenant, il y a même une loi sur les viols, les violences. Et donc, tous les violeurs et tout ceux-là, en fait, qui commettent ce genre d'actes sur les femmes, leur sont traduits en justice. Et lorsqu'ils sont condamnés, quand toutes les preuves sont là, ils écopent des 25 ans de prison. Et voilà pourquoi cela a commencé à faire changer un peu les choses. Il y a eu des procès retentissants, même des militaires qui ont perpétré des viols à grande échelle sur des femmes dans des villages qu'ils ont assaillis. Et ce sont des procès qui ont eu un grand retentissement et qui ont fait que les autres puissent maintenant avoir peur. Et maintenant, il y a aussi beaucoup de sensibilisation. Il y avait aussi un autre phénomène, c'est qu'il y avait des hommes, des filles, des petites filles même, qui étaient violées, cette fois-ci même dans des maisons. Et on a vu que ce sont soit le cousin, soit l'oncle qui est dans la maison, soit même les domestiques, c'est ce qui est le cas le plus fréquent. Alors on a dit que les viols ont changé maintenant, et disons d'aspect. Il n'y a pas que les groupes armés, il n'y a pas que les militaires, il y a même des civils même dans la maison. Voilà pourquoi maintenant il faut continuer avec les sensibilisations, même au niveau social, pour faire comprendre à tout ce monde-là que et quand vous violez, vous serez punis
hein, vous aurez des comptes à rendre à la justice. Et bon, il y a maintenant un tout dernier problème, c'est que on peut traduire les violeurs en justice, on leur demande des amendes, mais ces amendes ne seront pas du tout payées. Et quand on réclame, on dit, bon, voilà, mais vous pouvez poursuivre vous-même, hein, et disons, et les violeurs pour qu'ils puissent vous payer les amendes. Ça, c'est un problème qui demeure. Et c'est un peu ça. Le docteur Denis Mukwege, que vous connaissez, vous l'avez interviewé. En tout cas, je n'ai pas participé à son film, mais j'ai eu beaucoup à le côtoyer. Je l'ai déjà interviewé plusieurs fois, moi en tant que journaliste. Alors, le docteur Mukwege fait un grand travail. Quel est le travail qu'il fait? Vous voyez, et toutes ces femmes qui sont violées, hein, depuis toutes ces années qu'ont duré les conflits à l'est de la République démocratique du Congo. Alors, ce sont les femmes qui venaient souvent et elles ont fait des jours et des jours, voire des mois, hein, sans suivre un quelconque traitement après les viols. D'autres qui sont contaminés au VIH-Sida et aux maladies sexuellement transmissibles, aux fistules, hein, et d'autres. Alors, il a eu maintenant à s'occuper de ces femmes, en fait, à les soigner et à leur redonner encore espoir, hein, parce que la plupart de ces femmes sont désespérées. Elles n'ont plus goût à la vie. Pour elles, tout s'est arrêté parce qu'elles sont rejetées par tout le monde, ainsi de suite. Alors, le docteur Mukwege a eu vraiment ce mérite-là de recueillir toutes ces femmes à l'hôpital Panzi, c'est un grand hôpital, et tous ceux qui viennent au Congo, et ils arrivent à Bukavu pour visiter l'hôpital de Panzi. Il y a aussi la fondation Panzi, cette fondation-là qui s'occupe de toutes ces femmes. Elles sont là, on leur apprend un métier et de leur choix, et avec ce métier, elles peuvent se prendre en charge quelque temps après et se réintégrer encore dans la société et retrouver leur place. Parce que ces femmes, après le viol, vous voyez vous-même, des femmes qui ont été violées devant leurs enfants, des femmes qui ont été violées par des groupes 3, 4, 5, voire 10 personnes, et même des femmes trop âgées. Alors, le docteur Mukwege redonne une nouvelle chance de se refaire encore une nouvelle vie à toutes ces femmes-là. Et le docteur Mukwege est là, en fait, pour lutter, hein, pour que ce genre de choses-là ne puissent pas continuer. Parce que lui est en train de vivre cette réalité-là chaque jour. Des enfants, même des enfants de 8 mois, 9 mois, une année, des femmes de 80 ans, de 90 ans qui sont violées, alors lui, il palpe du doigt cette réalité chaque jour. Et ces femmes-là, quand ils quittent l'hôpital du pasteur Mukwege, et il est pasteur bien entendu, ils ont encore le goût à la vie. Et ils ne cessent en fait de faire le plaidoyer à travers le monde entier pour que ce genre de situation cesse, pour qu'il n'ait pas à soigner, à confectionner les femmes, hein, mais qu'il fasse plutôt autre chose, c'est-à-dire le développement, hein, durable de ces femmes. Donc c'est un homme vraiment admirable. Vous avez écrit un roman intitulé L'odeur des sangs, où l'histoire d'un Kadogo fait officier. C'est quoi cette histoire? Exactement comme nous baignons toujours, hein, dans cette ambiance-là des violences, des conflits, des guerres. Il y a eu ce phénomène-là des Kadogo, c'est-à-dire des enfants soldats. Lors de la première rébellion, quand le président Kabila est entré, il n'avait pas son armée à lui. Alors il a recruté beaucoup de jeunes, et même des jeunes qui avaient l'âge de moins de 18 ans. Et ces jeunes ont participé au combat et ils l'ont accompagné jusqu'à Kinshasa où il s'est autoproclamé président. Alors maintenant, je parle d'un Kadogo, justement, qui n'est pas comme les autres. Parce que un enfant soldat, oui. Alors, les Kadogo, qu'est-ce qu'ils avaient à faire souvent quand ils combattent? Ils se donnaient aussi au viol, hein. Ils se donnaient au pillage, hein. Ils faisaient en fait tout ce qu'il fallait parce que, selon leur entendement, c'était ça la guerre. Alors maintenant,
je voulais montrer à travers ces romans, bien entendu, j'ai relaté un peu toute la situation là-bas, les conflits, les guerres, les tueries, les viols, les pillages. Alors, j'ai montré que on peut être Kadogo, on peut être enfant soldat et ne pas s'adonner à tous ces pillages, au viol des femmes, même des femmes âgées de 80 ans, des choses comme cela. Et à travers ces jeunes hommes qui s'appellent Ben, j'ai montré qu'il y avait moyen de faire tout cela les mains propres. Alors, Ben, et justement Kadogo, il a commencé comme Kadogo, il a évolué, il était vraiment exemplaire. Quand les autres s'adonnaient au pillage, au viol et tout consort, lui, cela lui répugnait. Il essayait de moraliser ses camarades de guerre. Mais à travers ce roman, je retrace un peu toute la situation de guerre, toute la situation d'horreur qui a eu lieu au sud Kivu et à l'est de la République, et même à travers toute la République. C'est un peu ça, en quelques mots, l'histoire de l'odeur de sang. Et parce que quand je parle de l'odeur de sang, on ressent vraiment l'odeur du sang coulé de toutes les victimes qui sont tombées à travers toutes ces rébellions. Alors après l'odeur du sang, j'ai publié notre roman qui est aussi maintenant diffusé à travers le monde. C'est Affre errance de la destinée. Alors dans ce roman, je ne parle pas des violences sexuelles et de toutes ces horreurs de la guerre, mais cette fois-là, j'ai focalisé mon attention sur les violences domestiques. Et l'héroïne de ce roman a connu toutes sortes de violences de la part de son mari, jusqu'au point d'attraper la folie. Heureusement qu'elle a été soignée, ainsi de suite. Et à travers ce roman, je dénonce justement toutes les violences dont les femmes sont victimes. Pas seulement les femmes, même les jeunes filles. Donc, tout commence par là. La jeune fille est une bonne à tout faire dans la maison, alors que le garçon de son âge va jouer, etc. Et il revient aux heures de manger, et la jeune fille, elle, a tout fait dans la maison. Et ils sont soumis aux mêmes devoirs à l'école, ils sont soumis aux mêmes examens, ainsi de suite. Mais en plus de tout cela, elle a toutes les charges domestiques de la maison. Et la femme, mêmement, elle travaille dehors et s'occupe de l'éducation de ses enfants, mais son mari ne l'aide pas, mais elle demande plus. Et comme si cela ne suffisait pas, il la trompe avec d'autres femmes et il faut qu'il supporte tout cela. Donc, elle est trompée, elle est battue, elle est insultée, elle est méprisée. Voilà un peu, et cette femme est l'image de beaucoup de femmes congolaises, même beaucoup de femmes à travers le monde. Oui, alors, après ça, j'ai écrit aussi un recueil de nouvelles intitulé « Un séjour au pays des opportunistes ». Là, c'est un peu plus politique. Je montre un peu tout ce qui se passe dans nos pays africains, comme corruption, comme arrangement. Et on ne peut absolument rien avoir si on n'a pas corrompu, si on n'a pas quelqu'un qu'on connaît là-bas. Et il y a le problème aussi des taxes. On paye des taxes partout et en tout, de sorte que les gens ne peuvent pas du tout avancer. Et en dernier lieu, il y a un manuscrit que je dois amener d'ici là, disons, à la maison d'édition. Et c'est intitulé « Les fondements bibliques de la parité homme-femme ». Et chaque fois que je parle de ce livre, il y a des pasteurs qui me disent « Oh non, et la parité ne peut pas être biblique ». Ça, ce sont des imitations de l'Occident. Vous voyez ce qui s'est fait là-bas. Et vous nous amenez ça ici aussi. Et ce sont des choses qui n'ont pas à voir avec la religion. Et ce sont des choses mondaines, ce sont des choses de ce monde. Et parce que, bon, voilà, la Bible dit que bon, voilà, la femme doit être soumise, ainsi de suite. On met l'accent sur la soumission. Mais on ne voit pas que. Le Seigneur demande, selon l'épître de Paul, on demande à l'homme d'aimer sa femme comme son propre corps. Mais souvent, on ne met pas l'accent sur cet amour-là que l'homme doit montrer à sa femme, l'aimer comme son propre corps. Mais l'accent est mis sur la soumission. Et maintenant, moi, je montre à travers, disons, ce livre, c'est un essai, que la parité est bel et bien biblique. Parce que la plupart du temps, on met l'accent sur cette soumission-là, mais quand
l'apôtre Paul dit en Galate que en Jésus, il n'y a ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme. Nous sommes tous un dans le Seigneur. En tant qu'une femme de terrain, journaliste, donc vous avez vécu, vu, et vous portez en vous beaucoup de choses par rapport à cette ville de Bukavu. Je vous laisse la parole pour vous exprimer. Oui, le dernier message que je voudrais donner, c'est que quand on parle de genre, on ne voudrait pas justement qu'il y ait, bien sûr, disons, le bouleversement de l'état des choses. On ne veut pas qu'il y ait le monde à l'envers, c'est-à-dire les femmes deviennent les bourreaux et les hommes prennent la place des femmes. Nous voulons plutôt vivre dans un monde juste et équitable. Nous voulons qu'il n'y ait pas de gens qui sont opprimés parce qu'ils sont femmes, parce qu'ils ont telle couleur, parce qu'ils appartiennent à telle tribu ou à telle race. Nous voulons plutôt que les gens vivent dans l'amour du prochain réciproque. Et chez nous, en République démocratique du Congo, la plupart des abus qui sont commis, c'est parce qu'il y a eu cette éducation-là, phallocrate. L'éducation-là basée vraiment sur le patriarcat. Alors, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas? Il faut qu'on change la façon d'éduquer les enfants. Il faut que quand il y a des garçons et des filles, qu'ils fassent tous ce qu'il faut. Qu'il n'y ait pas de servantes et ceux-là qui passent leur temps à jouer, à aller à gauche, à droite. Et ce sont les femmes elles-mêmes qui sont en train de transmettre cette éducation-là, d'une génération à l'autre. Il faut que les femmes comprennent que les choses doivent changer. On doit éduquer les enfants de façon équitable. Les enfants doivent s'aimer, se respecter. Et quand, par exemple, un enfant, un garçon, apprend à respecter sa sœur dans la famille et l'aide dans les travaux, même quand elle sera un homme plus tard dans son foyer, et il continuera à vivre de la même façon. Alors, si nous voulons que les choses changent demain ou après-demain, nous devons changer l'éducation de base. Il faut qu'il n'y ait plus encore marginalisation. Il faut qu'il n'y ait plus encore, disons, de poids et de mesures dans l'éducation des enfants. Et si nous le faisons, nous le faisons parce que ce sont nous qui sommes les éducatrices. Ce sont nous qui transmettons encore ces antivaleurs-là à nos enfants. Alors c'est à nous les femmes maintenant de pouvoir maintenant donner une autre éducation à nos enfants et nous vivrons dans un monde meilleur à cette occasion.